Salut à tous, moi c'est Nate, artiste et vagabond des salons de manga. J'ai la chance d'explorer mon propre chemin créatif, sans les contraintes de commanditaire. Ça sonne plutôt bien, non? Bah laissez-moi vous dire, cette liberté a son lot de responsabilités et de défis. Dans ce vlog, je vous révèle les 10 trucs fondamentaux qui m'ont permis de vivre de ma passion. Truc numéro 1, trouver sa niche. En qualité de créateur, dans ce monde si bruyant, se distinguer est impératif. Il faut captiver l'attention, se singulariser et avant tout, cultiver son identité artistique. Pour conquérir un public, se différencier est la clé. Il est primordial que dès le premier regard, ils identifient immédiatement votre travail. Que vous soyez passionné de chiens, de chats, de champignons, de têtes de héros de shonen, maintenir une identité artistique cohérente et distincte est essentiel pour être reconnu comme un créateur à part entière. Perso, tout a débuté durant ma collaboration au légendaire fanzine Okuria Trigger. À cette époque, j'avais conçu une vaste carte des JRPG, exposée en grand lors de la Japan Expo. J'ai constaté l'engouement pour ce concept, et les passants appréciaient et dénichaient des références qui leur étaient familières. Afin de propulser mon entreprise, j'ai étendu cette approche à différents univers populaires. C'est maintenant devenu ma marque de fabrique, les illustrations foisonnant de détails, où le fan peut s'amuser à chercher le clin d'œil à l'œuvre qui fait plaisir. Truc numéro 2. Quels sont les produits populaires à vendre? Maintenant, il me fallait un support physique pour pouvoir commercialiser mes créations. Les prints ou posters représentaient la forme la plus simple du visuel. Je distingue les impressions au format classique, A3 ou A2, facilement encadrables, des supports en forex, ces plaques de PVC offrant un rendu somptueux et plus luxueux, jusqu'au grand format de 2 mètres de large. Alors que certains se sont spécialisés dans les goodies tels que les cartes postales, les badges ou encore les stickers, je n'ai pas particulièrement accroché à ces produits et donc je n'ai pas cherché à les vendre. Pour élargir mon offre, j'ai conçu un livre auto-publié regroupant toutes les cartes, idéales pour ceux qui ont du mal à faire un choix. Et pour couronner le tout, ma dernière découverte, des tapis de souris géants, une fusion parfaite entre utile et joli, créant un objet vraiment exceptionnel pour mes world maps. Je peux vous présenter un suivi détaillé de mes ventes, article par article, tout au long de cette année. La tendance est évidente. Les impressions classiques sont en déclin, les tapis de souris prennent la tête, et le livre s'avère être un produit d'appel remarquable lors des gros salons. Une autre question me préoccupe, quel modèle de mes cartes du monde se vend le mieux? Heureusement, mes données de suivi ont la réponse. Le graphique présente le ratio des ventes par univers. Plutôt intéressant, non? Sans surprise, l'univers de Ghibli remporte la palme du public, et se hisse à la tête du classement. Le plus surprenant, c'est que la carte de Berserk est incroyablement populaire, occupant la 3e place juste derrière Zelda. Truc numéro 3. Quelles sont les conventions les plus fructueuses? Où vendre ses produits? Sur internet. Mais cette méthode ne me convient pas. Garder une présence en ligne constante sur tous les fronts pour assurer sa propre promotion, ça appartient à d'autres. Donc, je me tourne vers les salons et les conventions. Ils sont presque hebdomadaires. Il suffit de jeter un œil à l'agenda geek pour sentir l'effervescence de cette scène. C'est comme une fête foraine où l'on peut rencontrer un public qui s'enthousiasme pour vos créations. Voici la carte de tous les salons que j'ai fréquentés cette année. Les salons que je juge les plus cruciaux sont marqués en rouge. Ils se trouvent principalement dans les grandes villes, comme Paris, Lyon, Bordeaux, ou dans les zones économiquement dynamiques, comme en Suisse ou en Allemagne. Si l'on établit le calendrier d'un artiste, les moments forts se situent à l'approche de l'été et juste avant les fêtes de fin d'année. Entre ces périodes clés, plusieurs étapes intermédiaires permettent de structurer et d'organiser son emploi du temps. Au départ, il semble logique que plus un salon était grand, plus il attirait d'acheteurs, mais aussi plus le coût de l'emplacement était élevé. Alors quels sont ces salons qui valent vraiment le détour aux alentours de la France? Mon graphique résume mes ventes par convention tout au long de l'année. On remarque que plus le salon est important, plus le chiffre d'affaires augmente. Mais ce n'est pas toujours proportionnel. Certains petits salons, comme celui de Nantes, peuvent rivaliser avec des événements bien plus imposants. Par exemple, en Allemagne, à la Docomie, j'ai réussi à rassembler un public spécifique d'habitués, décuplant ainsi mes ventes. L'astuce réside dans le calcul prévisionnel pour estimer la marge attendue par rapport à l'effort fourni. Ces conventions sont présentes toutes les semaines, elles sont partout en Europe, il faut donc les tester soi-même pour savoir si le public local est sensible à ses propres produits. Truc numéro 4. Organiser son business. Une fois notre business bien établi, il était temps
de le faire rouler proprement. Vous serez vite submergé par des millions de tâches et de sollicitations. La première étape consiste à mettre de l'ordre dans ses affaires, notamment dans son espace de stockage. Négliger l'organisation peut entraîner des pertes de vente à cause d'une mauvaise gestion des stocks. J'ai opté pour des caisses de rangement sur mesure afin de garder un œil sur l'état et la quantité de mes produits, facilitant leur localisation rapide. Il était aussi crucial d'avoir les idées claires sur l'évolution des ventes et des dépenses pour ajuster ma stratégie. Quels produits se vendaient le mieux et ceux offrant la meilleure marge. J'effectuais méticuleusement la saisie des données dans des tableaux Excel après chaque salon afin de suivre tous ces éléments de près. De même, le temps est une ressource extrêmement précieuse. Un calendrier de tâches et une évaluation régulière des priorités sont essentiels pour atteindre ces objectifs à long terme tout en gérant les tâches au quotidien. Truc numéro 5. Avoir un budget au poil. Bien loin d'être un comptable aguerri, les finances, c'est crucial. Il est essentiel d'avoir une vision rationnelle de son budget pour éviter de se perdre dans des dépenses inutiles. J'ai bien vite compris qu'un chiffre d'affaires ne se traduisait pas en salaire direct. Il fallait y soustraire divers frais, souvent colossaux, pour faire tourner son activité. Certains frais sont immédiats, comme les dépenses alimentaires et de déplacement lors des salons. D'autres sont différés, comme la réservation d'un stand pour un salon prévu dans 8 mois. Puis il y a les frais prévisionnels, toujours nécessaires pour parer aux imprévus, comme les réparations d'un véhicule en urgence ou le remplacement inopiné d'équipements. Avoir une idée approximative des flux financiers mensuels offre une tranquillité d'esprit non négligeable à ce niveau-là. C'est une véritable aventure que de gérer une entreprise, et il est crucial de se réserver des fonds pour son expansion. Ces investissements, dont les retours ne se concrétisent souvent que plusieurs mois plus tard, demandent une dépense minutieuse afin d'éviter toute stagnation, voire une chute soudaine. Je conseille donc de bien noter pour chaque mois les entrées et les sorties de sous dans un tableau pour comprendre où il va et dans quel but. Truc numéro 6, savoir bien vendre. Il est souvent répété que pour un artiste, se vendre soi-même est un défi. C'est vrai pour moi et pour tous mes potes artistes, des créateurs authentiques. Dessiner bien sûr, c'est un voyage solitaire vers nos propres profondeurs, loin de l'agitation du monde. Mais quand il s'agit de gagner sa vie, il faut savoir se retrousser les manches. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais j'ai bien adopté 3 règles clés pour vendre efficacement. Tout d'abord, il faut travailler sa visibilité. Deuxièmement, il faut imaginer qu'on n'a que 3 secondes pour convaincre. Et puis, il faut s'efforcer à éveiller le désir d'achat. Alors 1. La visibilité au sein du salon se prépare en amont. C'est un vrai combat avec les organisateurs pour obtenir les meilleurs emplacements. Il y a des schémas de déplacement des visiteurs qui dictent les zones favorables à la vente, les passages fréquents, les endroits de détente, en évitant les zones de bousculade. Être bien placé sur les axes principaux, en angle pour capter plusieurs flux, et avoir une présence imposante attire l'attention. Avoir seulement 3 secondes pour capter l'attention implique une présentation claire et facilement accessible. Un produit non visible ne se vend pas. Un amoncellement de livres invite à feuilleter et acheter, alors qu'un livre isolé, dans un coin, reste inaperçu. Moins de texte dans l'affichage est souvent plus percutant. Enfin, pour susciter l'envie, il faut être authentiquement enthousiaste à propos de ce que l'on présente. C'est pourquoi j'ai principalement dessiné des univers qui me touchent et que j'ai plaisir à partager avec les passants. Truc numéro 7. Bien présenter son stand. L'élaboration d'une présentation attrayante pour ses créations est un art à part entière. Il s'agit de mêler esthétisme et mise en scène de ses produits. Il n'existe pas une seule présentation parfaite, mais une multitude, sachant qu'un nombre incalculable de personnes passeront devant, chacune ayant une réceptivité différente. Pour bien aménager son stand, j'ai d'abord établi une liste des équipements les plus utiles. Du sac banane trieur de billets, des cintres à pince pour positionner mes tableaux dans des positions audacieuses, au velcro double face pour rabibocher divers objets à la volée. Ou encore, le support de toile de fond de photographe pour confectionner des bannières personnalisées. La clé du succès de mon stand réside dans son impact visuel. Les grands formats d'1 mètre de large me permettent de véritablement exposer la richesse de chaque création, captant l'attention de loin et attirant le regard des passants familiers avec certains éléments. À portée de main, j'ai organisé plusieurs zones distinctes. Un coin ludique à la recherche de détails, un espace pour feuilleter mon catalogue complet, un endroit pour toucher les produits et un lieu
pour discuter et finaliser les achats avec moi-même. Sur la rétrospective de mes stands, on constate un changement complet de présentation à chaque salon. Cela me permet d'expérimenter de petites modifications ici et là, d'observer la réaction des divers publics et d'optimiser les interactions. Je conseille vivement d'améliorer constamment son stand en tenant compte des retours du terrain, c'est-à-dire l'observation du comportement des clients lorsqu'ils le parcourent pendant le salon. Truc numéro 8, animer son stand. Un stand représente bien plus qu'un simple espace commercial. C'est un lieu de vie et d'aventure à part entière. C'est un territoire qui t'appartient et tu peux offrir une expérience émotionnelle unique à un public vaste et varié, venu flâner par ici et par là. Sur le plan commercial, retenir les clients sur ton stand favorise grandement les ventes. Plus ils passent de temps sur le stand, plus les chances d'achat augmentent. Un afflux de personnes devant ton stand attire davantage des passants curieux, créant ainsi une expérience plus marquante et favorisant les recommandations à leurs potes. Il existe diverses manières d'interagir et de retenir l'attention des visiteurs. Des jeux à la Où est Charlie captivent l'intérêt autour de mes créations. Des cadeaux, pour les gagnants, ajoutent du dynamisme. Des catalogues feuilletables, des caisses permettant de traverser les différents tableaux, des conversations animées sur des sujets comme JoJo ou Persona, voire même des démonstrations de dessins en live sont autant d'atouts qui contribuent au succès du stand. Truc numéro 9. S'adapter aux imprévus. L'environnement des salons est constamment en mouvement et instable. Les conditions changent en permanence. Déplacer son lieu de travail, ses outils, son stock vers des contrées lointaines fait partie du quotidien. Pour moi, l'acceptation qu'un imprévu surviendra inévitablement durant le voyage, plutôt que d'espérer un déroulement parfait, est un état d'esprit qui m'a préservé de bien des tracas. Cela m'a permis de trouver la paix face aux situations inextricables qui surgissent souvent en masse lors des conventions. Il est crucial de se détacher de l'idée de tout contrôler, une tendance souvent présente chez des personnes comme l'artiste cloîtré derrière sa table à dessin, pensant maîtriser le monde du bout de son crayon. Cependant, la réalité du monde extérieur est bien différente. En voyageant avec sa voiture, on peut s'attendre à une crevaison, à du vandalisme si on est identifié comme venant de l'extérieur, voire à l'impossibilité de trouver une place de parking dans des zones surchargées comme les centres de convention. Les aléas peuvent être multiples. Une annulation de dernière minute d'une réservation d'hôtel ou d'Airbnb, le manque de table sur son emplacement pourtant promis par l'organisateur, l'oubli de marchandises ou d'accessoires à la maison, et pire encore, des scénarios comme le vol de sa caisse pendant le salon, la circulation de faux billets, ou une journée vide, sans visiteurs au stand, peuvent se produire. Dans ce monde réel, quelque chose peut toujours déraper. C'est une règle des reins qui me réconforte dans le tumulte parfois cruel de la vie. Truc numéro 10. Parfois on gagne, parfois on apprend. La vie, c'est une aventure qui peut parfois donner le vertige. On se retrouve parfois pris entre la peur et notre zone de confort. La vie de convention semble ainsi refléter cette réalité. Pour certains, tout dépend des aspirations personnelles. Cependant, lorsqu'on est jeune et avide d'aventure, le chemin qui semble juste est celui qui mène vers les sommets. Cela demande une détermination implacable, une résilience à toute épreuve et une volonté inébranlable pour surmonter les défis. Et les défis, ils seront là, croyez-moi. Pourtant, cette fougue n'est pas toujours nécessaire dans le processus créatif. A l'inverse, pour réussir, il faut parfois atteindre un certain détachement, un mode Balek, où l'accent n'est pas seulement sur les résultats immédiats, mais aussi sur la capacité à prendre du recul et à porter un regard neuf sur sa situation. Le business est une chose, mais l'argent n'est pas le facteur direct d'une meilleure créativité à ma connaissance ou du moins. Les investissements financiers se rattrapent, tandis que le temps perdu est irrécupérable. L'expérience qui nous fait grandir prime sur l'argent. Mon conseil est qu'il ne faut pas hésiter à dépenser pour vivre pleinement ces expériences. Allez, à plus!